Ah bah Patoche, tu tombes bien, là je sors du bureau de Brigitte, on a peut-être quelque chose pour la musique promotionnelle du parc. D'accord, Francis, qu'est-ce qu'ils nous ont trouvé ce coup-ci, les génies créatifs? Ah bah Patoche, là on a vraiment une belle chanson, tu vas voir. Une belle chanson, oui, d'accord, j'ai hâte d'écouter ça, tiens. Bon, pour l'instant on a que le refrain, mais on tend vraiment vers quelque chose de bien là. D'accord, ouais, bah ça va encore être épique, je le sens. Bon, et puis ça tombe bien, ils sont en train de mixer au studio, tiens, viens voir. Pour être honnête, Toverland, c'est bien mieux que Paspirou. Mieux que Paspirou. Pour être honnête, Toverland, c'est bien mieux que Bonbonland. Bonbonland. Pour être honnête, Toverland, c'est bien mieux que Kikoland. Mieux que Kikoland. Pour être honnête, Toverland, c'est bien mieux qu'Alligator. Alligator, grandette et souplesse. Ah bah je reconnais, vous avez fait appel à Dubik. Bah oui, on a fait appel à une star quand même, une sommité qui maîtrise la musique de parc, qui connaît son sujet. Ah bah je sens vraiment que ça va marcher, ouais. Et puis on a aussi une version un peu plus dynamique qui plaira aux jeunes. Tiens, écoute voir. Pour être honnête, Toverland, c'est bien mieux que Paspirou. Mieux que Paspirou. Pour être honnête, Toverland, c'est bien mieux que Bonbonland. Bonbonland. Pour être honnête, Toverland, c'est bien mieux que Kikoland. Mieux que Kikoland. Pour être honnête, Toverland, c'est bien mieux qu'Alligator. Alligator, Ah c'est vachement bien, mais faut reconnaître que c'est un peu facile de taper sur le parc Spirou et sur Walligator. Ah, évidemment, Patoche, mais ça fait aussi plaisir de taper sur des parcs de merde, non? Oui, ça c'est clair. Bon écoute Francis, en ce qui me concerne c'est pas mal, continuez comme ça et on verra ce que ça donne à terme. Ah bah je suis bien content que ça te plaise, Patoche. C'est du bien bon travail Francis. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour parler de Toverland, parc que je visitais lui aussi 10 ans après ma précédente visite. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en 10 ans, il y a eu du changement. Beaucoup de changements. Pour resituer, cette visite de Toverland s'inscrivait donc après celle de Bellward et d'Efteling, et nous allions ensuite poursuivre notre trip avec l'inénarrable Parc Spirou, Phantasialand et Walibi Belgium. Ouais, parce qu'on a eu la chance de visiter Walibi Belgium juste avant qu'ils ne prennent la flotte. J'en profite pour rappeler qu'on enchaînera ensuite sur le mini-trip Nigloland et Vulcania. Voilà, la page programme s'est tournée. Cette visite de Toverland m'a conforté dans le fait que cet été 2021 n'était pas si moribond que ça pour les parcs européens, et qu'au contraire, alors qu'on était qu'en début de saison, leur fréquentation était encourageante. On aura par exemple pu attendre 30 minutes pour notre premier tour de Phoenix. Malheureusement pour nous, et heureusement pour le parc, il y avait un beau paquet scolaire comme à Efteling la veille, et au niveau de l'ambiance sonore, ça pouvait donner ça. C'est agréable, hein, des gosses qui hurlent sans se fatiguer. Si vous ne connaissez pas Toverland et que vous appréciez les parcs d'attractions, eh bien, vous tombez à pic. Parce que je sens que dans quelques minutes, vous aurez envie d'ajouter cette destination à votre to-do list. En plus des qualités intrinsèques de ce parc, il n'est pas très difficile d'accès pour les Belges ou pour les Français qui habitent le nord du pays, étant donné qu'il est situé au sud des Pays-Bas, pas très loin d'Eindhoven, ce qui fait un peu plus de 5 heures de route depuis Paris. Une situation géographique qui lui permet en plus d'être facilement combinable avec Efteling, Phantasialand, Movie Park Germany ou un des deux Walibi du Benelux. Toverland est vraiment au carrefour de tous ces parcs-là. Et si vous cherchez une offre qui puisse convenir à tout le monde, aussi bien à mamie qu'à votre ado pénible ou au dernier né, et ben ce parc est fait pour vous. Car tout en n'étant pas le parc le plus fourni quantitativement en nombre d'attractions, il dispose déjà d'une offre très large qui pourra convenir à tous les âges. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir 200 000 attractions pour en proposer un panel qui ratisse tout le spectre de visiteurs, et je ne vise aucun parc polonais en particulier en disant ça. Et aussi fou que ça puisse paraître, le parc a tellement bien compris la recette qu'il a atteint en 2019 à
avant Covid, donc les 862 000 visiteurs annuels. Faut savoir que le parc a ouvert en 2001 en tant que zone indoor avec des jeux pour gosses et que là il éclate déjà en termes de fréquentation des parcs comme Nigloland ou le PAL, ce qui est quand même une belle prouesse. Et d'ailleurs, les plus perspicaces d'entre vous auront noté que le parc fête cette année son 20e anniversaire, ce qui ne me rajeunit pas. Allez, on en finit avec ce préambule, je ne vous en dis pas davantage et je vous laisse tout de suite avec ma visite de Toverland, avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. Toverland a su en l'espace de quelques années devenir un incontournable européen pour tout passionné de parcs d'attractions qui se respecte. Le parc est né d'une ère de jeu indoor pour enfants en 2001, a su grandir et se développer suffisamment pour pouvoir accueillir une zone extérieure en 2004, agrémentée d'un certain Wooden GCI en 2007. Aujourd'hui, le parc a plus de triplé de volume et est assurément encore bien modeste par rapport à ce qu'il sera d'ici 10 à 15 ans. Ce parc est un exemple de développement, ce parc est redoutable quant à l'intelligence de ses investissements, et ce parc a décidé de partir à la conquête de nos cœurs à coups de thémas sophistiqués, de bandes-son vaillamment orchestrées et de rides bien souvent acclamés. Ce qui est tout à fait ahurissant ici, c'est de constater que la moitié du parc n'existait pas en 2011 lors de notre dernière visite. La preuve, s'il le fallait, qu'on n'a pas chômé à Toverland ces 10 dernières années, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a hâte de découvrir tout ça. A commencer donc par cette nouvelle entrée qui s'intègre très bien au reste du parc, et qui fait quand même beaucoup plus d'effet que le hangar qu'on pénétrait via les portes coulissantes qui rappelait quelque peu le supermarché de zone commerciale en périphérie de Roubaix. Et vu qu'en plus il faut être aveugle ou inculte pour ne pas y voir une inspiration très claire du Port of Entry d'Islands of Adventure en Floride, le quartier de l'entrée s'appelant d'ailleurs Port Laguna à Toverland, on se dit que les références du parc ne sont quand même pas les plus dégueulasses qui soient, très clairement. Pour récapituler, le parc comporte 2 zones indoor qui sont d'ailleurs les plus anciennes de Toverland, renfermant majoritairement des attractions familiales ou enfantines, ainsi que plusieurs autres zones à l'extérieur qui abritent, cela va sans dire, les plus grosses attractions du parc. En ce qui nous concerne, nous commencerons cette visite avec l'une des 2 zones indoor pour aller chercher le premier crédit de cette journée. Et le crédit en question, c'est Maximus Blitzbahn. Vous vous souvenez de notre visite de 2011? Pour rappel, on y avait raidé une attraction qui s'appelait Wood Racer, un bobkart vegan dont une relique est visible dans la file d'attente de son remplaçant, à savoir Maximus Blitzbahn, un autre bobkart. D'ailleurs, celui-ci est à quelques détails près exactement le même en termes de layout. Néanmoins, la file d'attente a été mise à jour pour notre plus grand plaisir, nous laissant à découvrir moult petits détails fondus dans une déco soignée et mignonnette. La gare notamment est assez joliment faite, très vivante, avec de nombreux effets et une petite mise en scène sympa au moment du départ de chacun des bobs. Bon, vous vous en doutez, avec un bazar pareil, le débit est absolument catastrophique, donc nous vous recommandons vivement d'en faire la première attraction de votre journée si vous ne souhaitez pas vous retrouver à faire une plombe d'attente pour ça. Pas que l'attraction ne soit pas amusante, hein, au contraire. Les petites accélérations que propose Maximus Blitzbahn restent soft, mais font quand même leur petit effet. Le mélange entre les zones de parcours intérieur et extérieur ajoute à la variété du layout et la vitesse reste relativement élevée compte tenu du ride system. Après, on l'a fait d'entrée en arrivant à l'ouverture du parc et il y avait une bonne demi-heure d'attente, ce qui commence déjà à faire beaucoup pour ce que c'est. Donc vraiment, allez-y dès votre arrivée dans le parc pour pouvoir ensuite profiter davantage des autres attractions proposées par Toverland, en espérant que vous puissiez avoir la chance, contrairement à nous, de profiter du très chouette flume de Toverland, à savoir Expedition Zork. On l'avait fait en 2011 et j'avais pu constater que c'était une machine bien fun qui nous aura donc mis un beau lapin ce jour. C'est vrai que c'est jamais bon signe de voir un technicien s'affairer comme ça sur un ride en pleine journée, et encore moins bon signe de voir une drop de flume totalement asséchée. Bon, bah tant pis, pas de crachat d'Yoda aujourd'hui, parce que oui, ce joli troll à droite avec la bouche en cœur vous lâche de beaux glavions à la figure quand il fonctionne. Et nous n'aurons pas non plus le futal mouillé pour le reste de la journée. Bah ouais, parce que c'est pas pour être désagréable, mais le raft du parc n'est pas forcément une alternative très convaincante en termes d'humidité. Enfin bon, on y reviendra. Cette zone indoor abrite aussi la Funhouse Villa Fiasco, mais là ça aura été notre décision de ne pas y retourner, parce qu'elle n'a vraiment rien d'exceptionnel. Pour le reste, beaucoup de petites attractions pour mioches, notamment ce carrousel ainsi que ce Conti-Kid tireur dans lequel les gamins semblaient bien se marrer, mais surtout la kyrielle démesurée de jeux et de parcours suspendus qui m'aurait complètement rendu fou de joie quand j'étais gosse. Il y en a absolument de partout, ils sont énormes, ils permettent vraiment de traverser la zone de part et d'autre et il y a clairement de quoi y laisser une grande partie de son énergie. Pas mal pour les parents qui souhaitent avoir la paix dès que leur rejeton remontera dans la voiture. Je ne vous jette pas la pierre, au contraire, je vous comprends. Et si je vous dis qu'en plus, des zones comme ça, on en trouve aussi à l'extérieur, couplées à des jeux d'eau auxquels les enfants ne sauront montrer une quelconque résistance, alors vraiment, vous comprendrez que Toverland, c'est le paradis des enfants, mais aussi des parents. La suite du programme se trouve à l'extérieur, où on aura jeté notre dévolu sur Booster Bike. J'avais déjà le crédit, et mon avis sur ce ride aux bécanes faites de végétaux GM aliens transgéniques n'a pas beaucoup évolué depuis 2011. A savoir que ce motorbike Vekoma comporte une première accélération rigolote, avec de petits flottings bienvenus sur chaque bunny hop, un ride qui
qui reste tout de même entaché par un layout un peu trop linéaire pour nous, notamment en ce qui concerne les séquences aériennes faites de spirales surélevées au cœur du layout. Bon, bien que ça ne soit pas forcément un truc qu'on aura envie d'enchaîner toute la matinée, ça reste néanmoins une attraction que j'ai redécouvert avec plaisir, et ce, malgré ses défauts, et qui fait le taf compte tenu de sa petite taille et du public visé. Je garde évidemment toute la mesure de rigueur en employant le mot plaisir. Ah, et là aussi, dans le genre débit flingué, Booster Bike se pose là, donc n'hésitez pas à aller le faire tout de suite derrière Maximus Blitzbahn, ensuite vous pourrez organiser votre journée comme bon vous semblera. Si la zone où se trouve la partie extérieure du Flume ainsi que Booster Bike n'a absolument rien d'exceptionnel, la zone suivante relève immédiatement le niveau, parce que lorsque tu t'approches de Dwervelwind, la montagne russe que nous allons faire ensuite, et que tu es accueilli par un show aquatique aux fontaines déchaînées sur fond de musique épique et de chorégraphie dantesque, ça fait forcément un petit quelque chose, tout autant que le chemin que nous empruntons pour y accéder, composé de petits parcours de jeu que les gamins semblent particulièrement heureux de trouver sur leur route, façonnés par de superbes cascades soutenues par une déco aux petits oignons dont devrait s'inspirer pas mal de parcs qui sortent souvent la carte des finances pour venir éclipser les véritables raisons de leur immobilisme, qui ne sont que fainéantise, manque d'ambition, manque de créativité ou pingrerie. Merci à Toverland de prouver qu'en partant d'un postulat modeste, à savoir d'un simple hangar avec des structures gonflables et des piscines à balles, on peut arriver à faire de grandes et belles choses. Après ce petit laïus, place maintenant à un plus simple que je n'avais pas encore au compteur, à savoir Dwervelwind, un spinning coaster Mac, clone du fort sympathique Twist situé au PAL. Le coaster s'élève à 22 mètres de hauteur, s'allonge sur 500 mètres et atteint la vitesse de 70 km/h. Il possède également une soundtrack composée par Imascore, diffusée dans des trains disposant de systèmes audio embarqués. Et ça, forcément, c'est un bon point en ce qui concerne l'ambiance. Mais les atouts de Dwervelwind ne se limitent pas à ça. Déjà, on peut parler de l'intégration de sa gare au coloris pastel original, mais qui fonctionne tout à fait, et surtout qui s'intègre très convenablement à la zone. L'environnement conçu autour de la gare, notamment dans la file, se compose d'arbres sculptés et d'effets de fumée venant caresser un petit point d'eau ravivé par des fontaines qui permettent de mettre en valeur les trains sortant de la station. L'intérieur de la station est quant à lui très chargé, mais une atmosphère séduisante en ressort. Le tout bien aidé par des jeux de lumière astucieusement pensés et par la bande-son qui y est diffusée. Non, il n'y a pas à dire, visuellement, c'est plutôt bien fichu. On sent qu'au moment de cet investissement, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais que la dépense de chaque denier a été savamment réfléchie. D'ailleurs, cette station, elle ne vous fait pas penser à celle du Flume de Silverwood Valley ? Mais si elle vous y fait penser. Allez, il est temps pour nous d'embarquer. Premier constat que je n'avais pas forcément fait au moment de rider le twist du PAL, c'est que les trains ne sont pas hyper ergonomiques pour les grands comme moi. Les genoux tapent un peu sur la coque et il manque quelques centimètres pour pouvoir être totalement confort. Je rappelle que je fais 1m91. Qu'à cela ne tienne, ça ne nous empêchera pas de profiter de ce ride qui s'avère clairement plus costaud qu'il en a l'air. Le coaster en surprendra plus d'un grâce à son parcours tortueux et riche en rotation qui apporte vraiment un gros plus en termes de sensations. On n'est pas du tout sur un moreur, plus vif et aérien que ses modèles Mac. Ici, on se rend clairement compte du côté massif des trains et vous sentirez davantage son poids vous tirer avec force et puissance vers les différentes parties d'un layout bougrement efficace. La vitesse n'est pas négligeable et les transitions entre les différents éléments se feront tout à fait naturellement, ingénieusement épaulées par la rotation des nacelles qui aidera à vous surprendre au moment d'appréhender tel ou tel nouvel élément. Y a pas à dire, ces modèles de série, c'est vraiment de la bonne cam et c'est un vrai plaisir de poser ses fesses sur une bestiole familiale comme celle-là, qui a le bon goût de ne pas laisser de côté les visiteurs plus téméraires. Et c'est pas parce qu'on aura déjà fait son clonopale qu'on aura pris moins de plaisir à découvrir ce Dwervelwind. Bon, vient maintenant l'instant conseil de Dubik en ce qui concerne la Boostify. Je vous recommande vraiment d'amener votre déjeuner à Toverland. Lorsqu'on s'est mis en quête d'un endroit où manger, on s'est rendu compte au fur et à mesure que tout était fermé. On a fait tout le tour des restos dans les zones extérieures, pas un seul n'était ouvert. Ni fast-food, ni service à table, rien. Après avoir navigué dans tout le parc et avoir perdu peu à peu espoir de manger autre chose qu'un Miko ou qu'un muffin, on s'est rendu compte qu'un seul et unique endroit servait de la bouffe dans le parc. Deux petits stands de burgers d'un côté et de pizza ou de pâtes de l'autre situés dans la zone intérieure à côté de Maximus Blitzbahn. Forcément, vu qu'il n'y avait que ça d'ouvert, la file était interminable. Et en plus de ça, remplie de gosses qui hurlaient. Total de l'affaire, on a perdu plus d'une heure sur notre journée juste pour bouffer. Bon, au moins en termes de fast-food, ça a été le meilleur de tout le trip. Mais quand même, faut avouer que ça a eu un côté assez agaçant. Alors pensez bien à ramener votre gamelle pour éviter tout désagrément de ce type. Après cette petite déconvenue, nous partons à l'assaut du dernier quartier en date de Toverland, qui n'est autre que le plus gros morceau de cette visite, à savoir Avalon, le quartier abritant la montagne russe Phoenix et le boat ride Merlin's Quest. Situé derrière Magish Valley, la zone de Dwervelwind, Avalon s'étend sur 7 hectares de terrain et fait tout de suite percuter le visiteur sur un point précis, à savoir que Toverland a réellement franchi un cap. Le parc a fait en sorte que chaque point de vue de ce quartier devienne immédiatement photogénique, avec une mise en valeur de chacun des
les éléments de son coaster Phoenix, à savoir la drop, le camelback et le zero G-roll, ainsi que l'Immelman, qui permettent chacun de découper le quartier en 3 parties distinctes. Celle près de la drop permettra l'accès à Phoenix, celle du centre sera axée sur la mise en valeur de Merlin's Quest, et celle de droite sera dédiée au restaurant et à l'accès au boat ride, parce que oui, Avalon possède aussi un restaurant. Sans s'arrêter à l'aspect ergonomique pur et dur, cette répartition du quartier permet à Avalon de faire parler toute la maestria de sa scénographie, donnant littéralement envie aux visiteurs de profiter de chacun des points de vue qui lui sont proposés, et de rester là à contempler béatement un tableau qui relève de l'œuvre d'art. Le quartier n'est pas aussi tape à l'œil et clinquant que certains mastodontes mondiaux, mais reste dans la droite lignée de ce que Toverland sait faire de mieux, à savoir laisser s'affirmer la force de l'évocation dans la sobriété, tout en mettant encore une fois le curseur un peu plus haut. Allez, je sais que vous l'attendiez tous et ça tombe bien parce que nous aussi, alors attelons-nous maintenant à parler de la star du parc que j'ai nommée Phoenix. Il s'agit là d'un wing coaster BM haut de 40 mètres, long de 813 mètres et atteignant la vitesse de 95 km/h. Comme auront pu le remarquer les moins au courant d'entre vous, le concept de ce type de coaster réside dans le positionnement des sièges qui se situent de part et d'autre du rail. L'entrée de la file se fait sous la tour emblématique d'Avalon et l'ensemble de la tente se situe ensuite en intérieur. L'occasion pour le parc de dévoiler son savoir-faire dans des espaces couverts qui ne sont pas de simples hangars pour attractions enfantines. Ici, le parc a mis le paquet en ce qui concerne le travail sur la lumière, mettant en valeur un décor qui plonge immédiatement le visiteur dans un univers crédible et cohérent. Avant d'embarquer dans un des trains de Phoenix, vous aurez bien sûr la possibilité de choisir entre le côté gauche et le côté droit. Ma préférence allant au côté gauche pour profiter au mieux de la bascule au sommet de la drop. La gare, quant à elle, est peut-être un peu trop sobre à mon goût, même si les jeux de lumière discrets mais habiles participent à habiller cette station de façon convaincante. Une fois à bord et après avoir un peu pesté contre ces harnais à veste souple dont BM devrait vraiment se défaire au plus vite, le train est dispatché vers un petit pré-chaud porté par un animatronique du fameux Phoenix qui reste simple mais efficace. Le train grimpe ensuite les 40 mètres du lift pour nous mener au sommet de la drop qui sera introduite par une belle bascule qui, il faut le dire, fait vraiment son effet. D'autant plus quand vous avez pris place à l'extrémité gauche du train et que vous profitez ainsi de toute l'envergure des bras de Phoenix. La première descente propose une belle accélération honorablement fournie en G positif et vous mène droit vers le camelback qui sera quant à lui particulièrement bien dosé compte tenu du fait que nous soyons là sur un BM à inversion. Un élément très sympathique donc qui sera ensuite suivi par un Immelman qui répondra présent en vous écrasant dans votre siège, sensation qui sera alors prolongée dans l'hélice suivante. S'en suivra un zero G-roll très planant et d'excellente facture avant que le train ne vienne s'engager dans une petite tripotée de virages surélevés qui déboucheront sur les freins finaux, le tout sans qu'aucune vibration désagréable n'ait été ressentie sur l'ensemble du layout. Et voilà, c'est la fin de Phoenix. Verdict, Dubik? Le verdict, c'est que oui, Phoenix, c'est court. On sera tous d'accord pour en attester. Malgré ça, Phoenix reste une excellente montagne russe sans pour autant faire partie du top 10 européen. L'attraction reste très classique, à l'image de ce dans quoi BM s'est engoncé petit à petit, mais cela n'enlève rien à son efficacité. Phoenix s'enchaîne sans déplaisir, sans lassitude, et c'est une joie systématiquement renouvelée à chaque ride. À gauche comme à droite, à l'avant comme à l'arrière. Bien que courte, cette montagne russe donne à ressentir des jets positifs comme négatifs, s'avère tantôt planante, tantôt intense, et ce cocktail riche et varié en fait assurément une réussite. Ajoutons à cela le cadre dans lequel évolue le coaster, et on tient là une machine qui vaut absolument le détour et place définitivement Toverland parmi les parcs européens à visiter impérativement. Embarquons maintenant pour la deuxième attraction d'Avalon, j'ai nommé Merlin's Quest, un boat ride Mac lui aussi ouvert en 2018, en même temps que son quartier. La file du ride s'avère plutôt soignée, avec de petits animatronics qui viennent apporter de la vie à la bâtisse abritant la gare de l'attraction. Une fois les fesses sur les embarcations, vous pourrez profiter autrement de tous les atours de Phoenix, bénéficiant de points de vue uniques qui aident à apprécier au mieux les courbes de ce coaster, ma foi très photogénique. Après avoir traversé Avalon sur votre bateau, vous entrerez dans une grotte située sous la gare de Phoenix pour y découvrir une partie Dark Ride très joliment faite, avec une scénographie de bon goût qui surprendra réellement de par sa qualité. L'ambiance y est méticuleusement travaillée et l'intégralité du bâtiment donne à voir et à raconter une histoire. Simple certes, mais suffisamment bien mise en scène pour qu'on s'intéresse à tout ce qui se passe autour de nous. Les effets, la lumière, l'odeur, les animatronics, les petits détails qui s'insèrent ça et là dans le décor font tout le charme d'une attraction qu'on n'attendait absolument pas, mais qui nous a véritablement cueillis, et d'ailleurs, pour tout vous dire, on aurait voulu que cette séquence Dark Ride dure davantage de temps. Encore un bon point pour Toverland. On poursuit ensuite en s'enfonçant dans une zone enfantine qui saura achever vos gosses si d'aventure la zone intérieure et celle de Maggie Chevalet, avec les activités aquatiques, n'y étaient pas parvenues, histoire de vous conforter dans le fait que vraiment, si votre rejeton ne tombe pas raide mort dans son siège une fois de retour en voiture, c'est qu'il faudra songer à aller consulter pour des problèmes d'hyperactivité. Plus tôt dans la visite,
je vous parlais du raft de Toverland en le comparant au Flume et en vous disant que j'y reviendrai plus tard. Et ben ça y est, plus tard c'est maintenant et il est temps d'y revenir. Django River c'est son nom et il s'agit donc là d'un raft ride à FEMA ouvert en 2013 qui sillonne le long d'une dénivelée créée totalement artificiellement. Vous le verrez sillonner au sommet des cascades que vous longez en arpentant le parc pour finalement l'enjamber à l'aide de ponts donnant à voir des points de vue plutôt amusants. Le raft se baladant sur le territoire d'une tribu de petites créatures qui auront à cœur de se jouer des visiteurs. Située dans une gare au sommet de laquelle il vous faudra monter, la station se trouve également dans un bâtiment qui abrite une partie de la ville recelant de pierres précieuses et de petites surprises que je ne vous dévoilerai pas et auxquelles il vous faudra être attentif si vous souhaitez avoir la possibilité de les découvrir. Si le raft n'est pas foncièrement d'un intérêt remarquable et si son taux d'humidité s'avère assez faible, comme c'est le cas pour beaucoup de rafts européens finalement, ses qualités résident dans l'implantation qui en a été faite. Comme dit plus tôt, en plus de trôner au sommet de chemins enlacés par des cascades, l'attraction évolue au sein d'une végétation très dense propre à la Magish Valley et le charme de Django River réside dans les interactions que le ride peut avoir avec son environnement. Pour le reste, ce n'est clairement pas l'attraction la plus bandante du parc, mais n'hésitez pas à poser vos fesses dedans si vous n'êtes pas trop pris par le temps, ce qui devrait être jouable à Toverland, et si la file reste d'une longueur raisonnable, ce qui devrait également être jouable à Toverland. On poursuit maintenant avec des retrouvailles que je me réjouissais d'avoir, avec un coaster à côté duquel on peut difficilement passer pour deux raisons. La première, c'est que c'est la première chose qu'on voit en arrivant sur le parking, et en même temps, vu la carrure du bazar, c'est compliqué de faire autrement. La seconde, c'est pour la qualité intrinsèque de cette machine. Alors oui, Troy en laissera pas mal sur le côté, parce que le temps n'a pas forcément arrangé le côté bourru du coaster. Mais quand même, quel ride! Outre le cheval trônant fièrement à l'entrée de Troy, l'intégration du coaster est plus modestement faite que ses voisins Dwervelwind ou Phoenix, venant d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Enfin presque. Après, avec une telle machine, pas besoin d'en faire des caisses, la stature imposante de ce type de Wooden en jette à elle seule. Nous reprenons place à bord de ce grand 8 10 ans après, et au moment de la dispatch, on ressent déjà que le ride ne sera pas un long fleuve tranquille, déjà chahuté par quelques à-coups un peu vicelards sans être rédhibitoire pour autant. Le train grimpe donc le lift haut de 31,9 mètres avant de s'élancer sur un parcours long de 1077,2 mètres à presque 87 km/h. Allez, on s'incline peu à peu vers la première descente et c'est parti. Honnêtement, je crois qu'il s'agit là d'un des Wooden les plus burnés qu'il m'ait été donné de faire, parce que Troy ne vous ménagera pas. C'est un véritable rodéo rempli de jets, surtout au pied de la first drop, et les amples vibrations que vous encaisserez seront à mettre en parallèle de ces jets qui ne vous lâcheront pas un seul instant. Contrairement à de vieux CCI comme Tonnerre de Zeus, la vitesse de Troy ne faiblit jamais. Le coaster ne compte absolument aucun moment de répit. Vous serrerez les dents tout du long, balancé d'un bout à l'autre d'un layout complètement désorientant que vous ne pourrez appréhender qu'à mesure que vous enchaînerez les tours. Alors oui, Troy n'est pas une promenade de santé, et son côté assez sauvage en rebutera plus d'un. Pour ma part, ce coaster a quelque chose de franchement fascinant. Je n'avais de cesse de descendre du train pour ensuite me réengager dans la file d'attente afin d'enchaîner les tours. À la différence de l'affreux Gwazi à Busch Garden Stampa, les vibrations dont je parle ici ne sont pas insupportables, bien qu'elles en frôlent parfois la limite, ça je veux bien l'entendre. Et c'est en cela que Troy est fascinant. Il est particulièrement puissant, vigoureux, virulent et comporte des éléments qui pourraient être considérés comme des défauts majeurs sur d'autres grands 8, notamment les vibrations, mais ces éléments participent ici à son charme. Peut-être parce qu'ils sont très présents sans toutefois l'être trop. Verdict pour Troy, il s'agit donc d'une machine qui reste subjectivement très convaincante et par rapport à laquelle il sera très difficile d'être objectif tant le rapport que le visiteur entretiendra avec elle dépendra de ses inclinations personnelles. Troy ne fera donc jamais l'unanimité, mais pour ma part c'est amplement validé, aucun doute là-dessus. Après être retourné vers Avalon pour faire quelques tours de Phoenix que nous aurons pensé de fond en comble, il est temps de quitter Toverland alors que le parc ferme ses portes. Premier constat, s'il y a 10 ans c'était un parc dans lequel on passait une demi-journée, aujourd'hui c'est un parc dans lequel on peut allègrement passer une journée entière, tant Phoenix, Dwervelwind, Troy et le Flume du parc peuvent se faire sans soif. Le parc donne aussi suffisamment à voir pour que flâner dans ses allées soit une activité à part entière. Les quelques surprises qu'il recèle, notamment Merlin's Quest, pousseront à l'aventure et à la découverte. Et l'ensemble de ce qu'a proposé Toverland s'articule de façon si cohérente que visiter le parc devient un réel plaisir. Les employés sont agréables, tout est très entretenu, que ce soit les espaces verts comme la propreté des allées ou l'aspect des attractions. Et quand on prend conscience d'à quel point le parc a réussi à se développer en termes de superficie et de qualité ces 10 dernières années, on ne peut qu'attendre impatiemment la suite qui s'annonce d'ores et déjà dantesque. Le point noir aujourd'hui aura clairement été du côté de la restauration, avec un misérable point de vente ouvert et une attente somme toute interminable. Heureusement que le burger était bien meilleur que ce qu'on a l'habitude de manger dans des fast-foods de parcs d'attractions. Nous ne serons pas retournés dans la toute première zone du parc, le premier hangar où se situait auparavant l'entrée de Toverland, mais à part un Junior Vekoma qu'on avait déjà au compteur et une petite chaumière interactive dans laquelle on lance des sorties
sortilèges à coups de baguette magique permettant de déclencher des petites scènes, rien de spécial à signaler. Et puis on aura bien eu assez à faire avec les autres attractions du parc pour ne pas avoir à retourner dans cette zone très enfantine. C'est donc franchement satisfait de notre journée que nous quittons Toverland, très surpris par la qualité de ces nouvelles installations et par l'harmonie qu'ont apporté les derniers investissements au parc. Et pourtant, on savait qu'ils avaient fait de l'excellent travail. Un parc que nous vous recommandons sans sourciller, facilement combinable avec plusieurs mastodontes européens situés non loin de là, alors vraiment, il n'y a aucune excuse pour ne pas aller fouler ces allées. Aucune excuse, tu m'entends ? Aucune excuse. Comme vous avez pu le constater, Toverland c'est un parc qui se montre véritablement généreux avec les visiteurs et qui pour l'instant n'a commis aucun impair. Et en termes tarifaires, cette année c'était 31€ sur place et 24€ en ligne, alors autrement dit, le rapport qualité-prix est excellent. C'est un parc qui est un véritable exemple à suivre en ce qui concerne la cohérence de ses investissements. Et c'est un cas à montrer dans toutes les écoles de commerce en ce qui concerne le développement. Il n'y a rien d'anachronique à Toverland. Il n'y a pas par exemple de Water Coaster Mac qui arrive 20 ans après que leur hype est complètement disparu. Et le tout est toujours emballé avec soin, sans que le côté cache-misère du type je fais un mur de 3 mètres de haut le long d'un grillage pour camoufler le parking n'empiète sur le reste. Quand on voit une zone comme Avalon et les moyens que le parc a à sa disposition, on se dit que Toverland a vraiment mis le paquet alors qu'ils auraient très bien pu se contenter de beaucoup moins. Mais ils ont aussi compris que ce sont ces partis pris de méticulosité et de minutie qui leur permettraient de franchir des caps. D'ailleurs, je vous renvoie vraiment à ma visite de 2011 pour que vous puissiez constater à quel point le parc s'est développé ces 10 dernières années. Ils sont loin d'en avoir fini les bougres. En concertation avec la ville de Sevenum où il est implanté, le parc a terminé ses négociations pour un futur plan de développement absolument pharaonique qui comportera de nouvelles zones, des espaces hôteliers, un second étang et bien sûr de nouvelles attractions. D'ailleurs, vous avez une petite idée de la superficie engagée par ce plan d'investissement avec la photo que je vous montre là. Avouez que ça laisse quand même songeur quant à ce qui va arriver à Toverland dans les 20 prochaines années. Mais encore une fois, nul besoin d'attendre tout ça pour vous rendre au parc, tant celui-ci comporte d'arguments qui doivent impérativement vous pousser à la visite. Vous y passerez assurément une excellente journée et il y a fort à parier que vous enchaînerez Phoenix, Troy et Dwarvelwind jusqu'à plus soif, avec de temps en temps des petits tours de Flume, de Booster Bike ou de Maximus Blitzbahn histoire de... En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous aurez de quoi faire, même s'il y a actuellement moins de rides qu'à Blackpool ou Energylandia. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo consacrée à Toverland, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera grandement plaisir, et pour tout le monde évidemment, si la vidéo vous a plu, c'est le pouce bleu qui va bien. Dans la prochaine vidéo les petits potes, on se retrouvera avec un parc qui baisse un petit peu en prestige, je vais pas vous le cacher, à savoir le parc Spirou. Ah ouais, le fameux parc Spirou, ouais. Et jusqu'à cette prochaine vidéo, on sera donc de retour en France, et ben comme d'habitude, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao. C'est bien mieux que Kikoland, pour être honnête, Toverland.